Mardi 1er juin. Après déjeuner, était voir le garde-meuble du roi, confié aux soins de M. Randon de Pommery, sous la direction de M. de Fontarieux, intendant et contrôleur général des meubles de la couronne. Le public est admis à le visiter les premiers mardis de chaque mois, le matin depuis 9 heures jusqu'à 1 heure, depuis la Quasimodo jusqu'à la Saint-Martin. La première salle renferme de curieuses armures de toutes les nations. Nous avons particulièrement admiré la cotte de maille et le casque d'une armure chinoise. On dirait aller voir, tant le travail en est fin et brillant, un tissu composé de nattes de strass. Mais l'une et l'autre, nous a-t-on assuré, d'une légèreté incomparable et absolument impénétrable. Dans la deuxième salle sont exposées de superbes tapisseries anciennes et des étoffes de velours d'or et d'argent, brodées d'or et de perles, servant au sacre des rois. La troisième et dernière salle, dont les portes sont en glace, est garnie de vitrines, renfermant des pièces d'argenterie et de cristallerie des plus rares, des bijoux, des jouets en or ou en argent, et même des habillements. Nous y avons vu la robe d'apparat, le turban et la ceinture du grand seigneur. La ceinture est splendide, et si la moitié des pierreries qui l'ornent est vraie, elle vaut des millions. Les gardiens, placés aux portes des salles, ne doivent accepter aucune gratification. En sortant, nous nous arrêtâmes quelque temps aux Tuileries. À midi, j'allais à la messe à Saint-Louis, et pour rentrer, je traversais la Seine en bac. Vendredi 4 juin. Monsieur Cradock s'habilla dès le matin et alla en voiture rendre visite à Lord Malden, Lord Sussex et Monsieur Belaziz. L'après-midi, nous allâmes à l'opéra. On donnait les Danaïdes de Salieri. La représentation fut parfaite et Madame Saint-Huberti, qui tient le premier rôle de femme, a un talent exceptionnel. Son jeu est aussi remarquable que sa voix. L'ouverture de cet opéra est délicieuse, et les exécutants sont excellents. La salle était comble, mais non seulement nous arrivâmes à nous procurer de très bonnes places, mais encore nous eûmes le plaisir de partager notre loge avec de très aimables personnes de distinction. À la sortie de l'opéra, était au Palais-Royal, où il est d'usage de se rendre après le théâtre. Nous nous fîmes servir des glaces au citron et de la limonade, et nous prolongeâmes notre promenade jusqu'à 10h30. Dimanche 6 juin. À 11h, était avec M. Cradock à la grand-messe à Saint-Sulpice. De là, dans les jardins du Luxembourg, où nous nous assîmes sous les grands arbres jusqu'à 2h. En revenant, nous avons visité une chapelle, Dieu de Charité, dépendant de l'hôpital de la Charité. Les vêpres venaient de commencer et j'ai été frappé du recueillement des assistants qui suivaient attentivement le service. Nous étions de retour à 3h30. À 4h30, éclata un violent orage avec accompagnement de pluie, d'éclairs et de tonnerre qui rafraîchit la température vraiment suffocante depuis quelques jours. Lundi 7 juin. Ce matin, à 8h, nous nous embarquions sur la Patache et arrivions à Sèvres à 11h. Monsieur Cradock lia vite connaissance avec un monsieur fort aimable, professeur d'histoire naturelle, et pendant le voyage, ils restèrent dans la cabine, lisant à haute voix le voyage sentimental de Sterne. Je montai sur le pont avec les autres passagers. À Sèvres, nous nous séparâmes et je fus avec M. Cradock visiter la verrerie. 2 des principaux employés nous pilotèrent. À peine étions-nous entrés dans la manufacture qu'un des chefs d'atelier, que je reconnus aussitôt pour un compatriote, s'avança vers nous et, voyant que nous étions anglais, commença à parler d'une façon offensante de tous les Français, particulièrement de ses collègues. S'animant peu à peu, il arriva à un tel point d'irritation qu'il se mit à jurer contre ceux qui nous accompagnaient.
Ceux-ci, sans prononcer un mot, se retirèrent l'un après l'autre. Après leur départ, il s'excusa de son mieux vis-à-vis de nous et nous dit que sa colère venait surtout de la manière dont on le traitait à la manufacture. Nous découvrîmes que cet homme était un habile ouvrier anglais auquel on avait persuadé, par l'appât d'une forte récompense, de venir en France et d'y dévoiler quelques secrets de son métier. Mais lorsqu'on sut que, d'après les lois anglaises, ce traître ne pourrait plus rentrer dans sa patrie, non seulement on ne lui tint compte d'aucune promesse, mais on abusa même de son talent et de son travail. On nous mena dans le magasin. Tout y est extrêmement cher, et on nous fit payer une demi-couronne, valeur de 3 francs environ, un petit carafon à vinaigre. De là, nous allâmes par le bois à Saint-Cloud, où nous dînâmes dans un hôtel très propre, mais assez cher. À la fin du dîner, la femme qui nous servait m'apporta un superbe bouquet de roses. Je restais sur la berge, tandis que M. Cradock s'embarquait et visitait les bateaux où les pêcheurs gardent le poisson. Les anguilles de Seine sont énormes, et leur prix en proportion. Quelques-unes coûtent 19 livres pièce. Ensuite, nous nous promenâmes dans le parc et les jardins du duc d'Orléans, y vîmes le ballon destiné à l'Angleterre, puis grimpâmes sur la colline faisant face au palais. On y accède par de jolies routes coupées dans les bois, et du sommet, on découvre un vaste panorama. Dans son parcours sinueux, la Seine arrose une vallée charmante et fertile, parsemée de jolies petites habitations. À droite, le village de Sèvres. À gauche, Saint-Cloud. Non loin, le mont du Calvaire et, comme fond, Montmartre, près Saint-Denis. Puis les beaux bois, les vignes, les châteaux, les pavillons, enfin tout ce qui peut contribuer à la beauté d'un paysage. Nous restâmes près d'1 heure à jouir de ce tableau enchanteur. Nous rencontrâmes là un garde-chasse du duc d'Orléans qui nous amusa beaucoup par sa conversation pleine d'entrain. Il nous raconta comme quoi et comment ses fonctions consistaient à garder la chasse de monseigneur et à fournir sa table de gibier fort abondant dans ces parages. Je dois aussi veiller, ajouta-t-il, à ce que ceux qui se promènent ne commettent aucun dégât, soit aux arbres, soit aux statues. Envers vous, monsieur, dit-il en s'adressant à M. Cradock, ou envers des personnes de votre qualité, je suis aussi poli que possible. Mais en face de petites gens, oh, alors, je prends mon air digne, celui de mon maître le duc, et je ne crains pas de leur parler de la bonne façon. Ce disant, le garde-chasse se leva, car il était assis auprès de nous, et nous fit entendre d'une voix forte et pompeuse comment il abordait les petites gens. Il semblait très heureux de l'attention que nous lui prêtions. Retournés à Sèvres à pied, nous entrâmes dans un café, et à 6 heures, nous nous embarquions sur la patache pour revenir à Paris. Tous nos passagers du matin s'y trouvaient, et l'aimable professeur me présenta M. Charles, un des propriétaires du ballon. Sa conversation était des plus intéressantes. Il comprenait l'anglais, mais le parlait difficilement. Il proposa à M. Cradock de le faire assister au gonflement d'un ballon aux Tuileries. Si, toutefois, ajouta-t-il, vous ne redoutez pas de passer la nuit. M. Cradock accepta avec plaisir. De retour à Paris, à 8 heures, M. Cradock se rendit au bain chaud et je rentrai à la maison après une journée des plus agréables. Mardi 8 juin. À 11 heures, assisté à la grand-messe à l'abbaye de Saint-Germain. À 5 heures, M. Cradock alla au couvent des Chartreux et se promena dans les jardins. Comme il n'est permis à aucune femme d'y entrer, je restai chez moi. À 8 heures, étions nous promenés au Palais Royal, où nous sommes restés jusqu'à 10 heures. Mercredi 9 juin. À 11 heures, était à la messe à la chapelle de la Charité. Puis, avec Lord et Lady Sussex, acheté de la mousseline à l'hôtel Sabac, et de là aux Champs-Élysées, où nous sommes restés jusqu'à dîner. Jeudi 10 juin. Aujourd'hui, fête du Saint-Sacrement.
Cette fête, une des plus grandes de l'année, dure 8 jours. On porte le Saint-Sacrement processionnellement dans les rues décorées par les paroisses. Portes et fenêtres disparaissent sous les tentures de tapisserie. En tête, des enfants de chœur jettent des fleurs sur tout le parcours. Puis, précédé de sa musique, un détachement de gardes françaises en grande tenue, gants blancs, bas de soie blanc, bouquets au bout de leurs mousquets. Viennent ensuite les valets appartenant à la noblesse de chaque paroisse, en livrée magnifique, un cierge à la main, entouré d'un papier où sont peintes les devises et les armes de France. À chaque cierge pend un écusson aux armes de la famille à laquelle appartient le serviteur. S'avance après un détachement de Suisses, puis les prêtres en surplis, un seul en soutane tenant la bannière de l'église. Ceux-ci suivis d'autres prêtres, revêtus de leurs habillements les plus somptueux. L'un d'eux porte le crucifix, et de chaque côté marchent 10 Suisses, quelques prêtres en surplis tenant à la main de gros cierges allumés. Des enfants de chœur jetant des fleurs, et enfin, revêtus de chasubles splendides, les prêtres chargés de porter le Saint-Sacrement, s'avançant sous un magnifique dais. Cette procession se terminait par un détachement des gardes françaises. Elle s'avança ainsi avec ordre à travers les rues garnies de tapisseries et de guirlandes, jusqu'à l'église où l'orgue se fit entendre aussitôt qu'on aperçut le Saint-Sacrement. À l'autel, on donna la bénédiction. On nous dit que cette belle procession n'égale pas en splendeur celle qui se fait à Versailles et que suivent le roi, la reine et une grande partie de la cour. Vendredi 11 juin. Monsieur Cradock a congédié ce matin notre laquais, qui s'est montré d'une rare impertinence. Puis il sortit et revint au bout d'une heure me proposer d'aller aujourd'hui à l'opéra, le roi de Suède devant assister à la représentation. J'acceptai avec plaisir, et M. Cradock envoya retenir un remise. À 4 heures, nous partions. Nous ne pûmes obtenir que difficilement des billets, et encore nous demanda-t-on un prix beaucoup plus élevé qu'à l'ordinaire. Arrivés à la porte de la loge, l'ouvreuse nous dit qu'elle ne pouvait nous y introduire et qu'il fallait attendre, vu que toutes les loges étaient louées d'avance. Nous attendîmes en effet pendant près de 2 heures dans le couloir. Mais je ne m'ennuyais pas, car on arrivait en foule et je m'amusais à considérer les uns et les autres. Enfin, cependant, avec des marques spéciales de politesse que nous valait notre qualité d'étrangers, on nous fit entrer dans la loge du maréchal de Biron, où nous nous trouvâmes au milieu d'un cercle des plus choisis et des plus aristocratiques. La reine était vis-à-vis. J'étais contente de m'être mise en toilette, quoique ce ne soit pas ici l'usage, en général. Un de ces messieurs, entendant de quelle façon on avait taxé le prix de nos places, en fut indigné et insista pour que M. Cradock se rendît avec lui au bureau faire vérifier le prix des billets. Ce monsieur reprocha vivement d'avoir osé ainsi imposer des étrangers et finalement fit rendre immédiatement à M. Cradock ce qu'on lui avait demandé de trop. À 6 heures, le roi de Suède entra dans sa loge placée juste en face de la scène et déjà occupée par le comte de Vergennes et différents ministres étrangers. La salle entière se leva et applaudit, les dames aussi bien que les messieurs. Le roi de Suède est plutôt grand. Sa physionomie douce inspire de la sympathie. À la suite de nouveaux applaudissements, il salua une seconde fois plus bas encore que la première, et avec infiniment de grâce. Il était superbement vêtu, mais ses cheveux ne sont pas taillés à la mode, et j'ai trouvé que cette coiffure ne lui seyait guère. On jouait Didon de Piccini. Madame Saint-Huberti remplissait le rôle de Didon et s'y surpassa. Sa Majesté de Suède semblait prendre grand plaisir à l'entendre, car il donna plusieurs fois le signal des applaudissements. Un des spectateurs occupant avec nous notre loge fit la juste remarque qu'aucune des 2 reines, celle de France, celle de Carthage, n'était ni poudrée ni fardée. À 9 heures, l'opéra terminé, nous nous retirions facilement,
car notre qualité d'anglais nous valut d'être accompagnés par un détachement de Suisses jusqu'à notre voiture. Aussitôt après, nous avons pris des glaces au Palais Royal, où nous nous sommes promenés jusqu'à 11 heures. Rentrée enchantée de notre soirée. Dimanche 13 juin. Dans l'après-midi, était avec Lord et Lady Sussex et M. Belaziz au séminaire anglais, assisté à la procession. Elle ressemblait à celle vue précédemment. Seulement les ornements des prêtres étaient encore plus beaux. Le Saint-Sacrement était précédé d'un agneau orné de fleurs et de rubans, près duquel marchait un enfant vêtu d'une peau de brebis, rappelant Saint Jean. Une femme, ayant entre ses bras un petit enfant tenant un crucifix, représentait la Sainte Vierge et était suivie d'une vingtaine d'enfants, tous couronnés et enguirlandés de fleurs. La cérémonie terminée, Lady Sussex me ramena chez moi. Lundi 14 juin. Dîner avec Lord et Lady Sussex chez M. Belaziz. Repas très élégant, bien ordonné, excellent. 2 services avec dessert, glace, crème, fruits. Le supérieur du séminaire, l'abbé Gordon, était au nombre des convives. Jeudi 17 juin. À 9 heures, nous entrâmes dans un café près duquel devait passer la procession de Saint-Sulpice. On nous donna une fenêtre où nous étions admirablement placés pour jouir de cette cérémonie, laquelle a dépassé encore en solennité et en richesse celle auquel nous avions assisté précédemment. J'ai trouvé la musique et les chants splendides. Il est d'usage ce jour-là de mettre en liberté un certain nombre de prisonniers condamnés pour dette. Ceux-ci suivent la procession, recouverts d'une grande étoffe de drap grossier pendant jusqu'à terre, et qu'ils ramènent sur la tête de façon à ne laisser voir que les yeux. On la leur donne après, avec leur part d'argent recueillie pour eux le long du chemin, et j'ai pu constater qu'on leur faisait largement l'aumône. Le propriétaire du café et sa sœur furent on ne peut plus gracieux pour nous et ne voulurent accepter aucune rémunération. De là, nous allâmes rue Saint-Honoré pour retomber sur une autre procession, celle de la paroisse Saint-André des Arcs. Des prisonniers en faisaient également partie, mais elles ne valaient pas les 2 autres. Le Louvre, le Luxembourg et le Palais Royal sont aujourd'hui, durant une partie de la journée, tendus de tapisseries, dont quelques-unes sont superbes. Après, j'allai avec M. Cradock prendre des glaces au Palais Royal. À 4 heures, nous rentrions à la maison, et à 7 heures, en compagnie de 3 de nos amis, nous allions voir les jardins du maréchal de Biron. On les dit les plus beaux de Paris, et l'on obtient rarement la permission de les visiter. Ces jardins, tracés à la française, sont d'une régularité désolante. Des arbres plantés en ligne droite, tout près les uns des autres. Çà et là, des parterres encadrés symétriquement de pots de fleurs, quelques bassins à jets d'eau, avec une statue au milieu. Beaucoup d'orangers et de citronniers en caisse. Somme toute, quoique très vaste, il règne dans ces jardins une triste uniformité. Mais la soirée était belle, nous étions gais, et notre promenade fut charmante. Vendredi 18 juin. Ayant été empêchés par un importun de faire notre promenade du matin, nous prîmes notre revanche cet après-midi. Nous avons admiré sur les boulevards un jardin ravissant auquel conduisait une longue allée bordée d'abricotiers et de vignes, formant feston, le tout en fleurs. Entrés dans un café pour nous rafraîchir, nous y entendîmes un excellent orchestre. On n'eût pas plutôt deviné que nous étions anglais que les musiciens attaquèrent le God Save the King. Ensuite, 2 jeunes filles exécutèrent un duo sur le cor français. Une fois reposés, nous avons flâné dans quelques rues nouvelles avoisinantes et sommes retournés en notre logis. Samedi 19 juin. Après déjeuner, était visitée l'église Saint-André des Arcs, ancienne et d'une architecture remarquable. Elle contient quelques beaux tombeaux, de bons tableaux et surtout des vitraux admirables.
De l'église, nous pûmes jeter un coup d'œil dans la cour de l'école de médecine, nouveau bâtiment élégamment construit. 3 fois par semaine, on y fait des cours d'anatomie. Puis nous allâmes voir les restes de l'ancien palais des empereurs romains, qu'on appelle les thermes de l'empereur Julien. On n'en peut guère juger à présent que par un vaste trou circulaire conduisant à des souterrains et servant actuellement de débarras aux débris amoncelés du vieux palais. Cependant, un pan de mur à découvert permet d'apprécier l'œuvre des Romains. Lundi 21 juin. À 10 heures du matin, procession des docteurs et étudiants du collège de la Sorbonne, tous avec leurs insignes distinctifs de théologie ou des sciences. Les 4 facultés y sont représentées. La faculté très sacrée des théologiens, la faculté très consultante en droit canon, la faculté très salubre des médecins, la faculté noble des arts. Au milieu marchait le proviseur de la Sorbonne. Son manteau à longue queue unie, porté par 4 étudiants, en riche costume, mais sans manteau, découvrait à demi sa robe de soie rouge, garnie de glands d'or. Mardi 22 juin. Été voir le palais de justice, nouvellement reconstruit avec goût. Il est contigu au Parlement. Nous entrâmes dans la chambre du Grand Conseil. Elle est admirablement décorée. La foule s'y pressait car on jugeait une affaire importante. Les avocats plaidaient avec véhémence et, de temps en temps, joignant le geste aux paroles, frappaient la barre du poing. L'un d'eux semblait tellement en colère que nous crûmes un instant qu'il allait se jeter sur son confrère. Son exaspération arriva au point de provoquer les rires de toute l'assemblée. Nous partîmes avant de connaître le résultat des plaidoiries et allâmes place de Grève où sont exécutés les condamnés. Puis au Châtelet, vieux bâtiment aménagé en vue de son emploi. Dans la plus grande salle, celle où sont jugés les criminels, il y a de beaux tableaux. Nous avons ensuite visité l'église Saint-Jean, si sombre qu'on découvre avec peine les sculptures et les peintures de valeur qui l'ornent. Enfin, l'église Saint-Gervais, considérée comme un modèle d'architecture, spécialement le portail. Une partie du chœur est tendue de magnifiques tapisseries représentant des épisodes de l'histoire de la Bible. Cette église possède des tableaux et des vitraux remarquables, et dans les chapelles latérales, quelques monuments funèbres dignes d'être notés. Par exemple, c'est l'église la plus sale que nous ayons vue, et son obscurité s'augmente encore de toutes les maisons qui l'entourent. Tandis que nous étions là, eut lieu un enterrement. Sur le grand autel tendu de noir, je remarquai un crucifix d'argent. 40 prêtres et à peu près autant d'enfants de chœur, portant des cierges, s'avancèrent jusqu'à la porte au-devant du cercueil, qu'ils accompagnèrent ensuite jusqu'au cimetière en chantant des psaumes. Jeudi 24 juin. Ce matin, à 9 heures, après déjeuner, nous avons été voir un splendide service de Sèvres dont le roi fait cadeau au roi de Suède. Tout le service, proprement dit, est doré et admirablement peint. Les ornements de table consistent en statuettes et en groupes de porcelaine hauts de 2 pieds. Les premières représentent en différentes attitudes des hommes célèbres, généraux, littérateurs ou autres. Les seconds, des sujets d'histoire. La peinture est d'un fini extrême, et on semble presque deviner la pensée des personnages par l'expression de leur physionomie, revenue enthousiasmée. Dimanche 27 juin. Été nous promener aux Champs-Élysées et de là visiter le couvent de l'Assomption, dont le dôme est richement doré. Les religieuses assistaient à l'office, séparées de l'église par une grille de fer et un rideau vert assez court. Nous pouvions les apercevoir. Elles nous regardaient curieusement. Une d'entre elles, une jeune novice, tout en blanc, était charmante. Je ne pus m'empêcher d'éprouver un serrement de cœur en pensant à la vie de recluse qui lui était destinée. De là, nous allâmes aux Franciscains, vieil édifice très mal tenu,
mais contenant cependant quelques bonnes peintures. Mardi 29 juin. Dans la soirée, nous nous fîmes conduire en voiture jusqu'à la barrière au bout des Champs-Élysées. Là, nous ordonnâmes à notre cocher de nous attendre, tandis que nous allions jusqu'au Gros Caillou, grand village à 2000 de Paris, admirablement posé sur une colline et commandant une belle vue. Près de là, on a installé une pompe à feu que l'on fait manœuvrer par la vapeur et l'aide de tuyaux qui transportent ainsi l'eau dans plusieurs quartiers de Paris. Nous sommes revenus ensuite à l'endroit où nous avions laissé notre voiture. Mais hélas, le cocher avait disparu et il fut impossible de le retrouver. Il était alors près de 9 heures. Je me sentais fatigué et n'avais pas le courage d'affronter à pied la distance de là à notre hôtel. Ayant donc avisé un restaurant, nous y entrâmes. La maison est tenue par un Suisse qui fait en même temps l'office de cuisinier, et en vérité, il ne peut en avoir de meilleur. Il nous servit des pigeons en papillotes, d'excellent Bourgogne et du pain exquis. La salle contenait 8 tables, chacune de 6 couverts et dressée avec des nappes très propres. Reposés et réconfortés, nous pensions revenir à pied. D'ailleurs, la lune brillant de tout son éclat, l'air pur et tiède nous y engageait. Cependant, ayant par hasard rencontré un fiacre, nous en profitâmes et arrivâmes chez nous à 11 heures, très satisfaits de notre petite excursion. Mercredi 30 juin. Été ce matin chez les bijoutiers du roi, voir les cadeaux destinés aux grands seigneurs. Premièrement, dans une magnifique caisse de velours rouge rehaussée d'or, une carabine, une paire de pistolets, un cimeterre et une dague, enfin des armes à feu en ébène finement damasquinées. Les fourreaux sont en or ciselé. Deuxièmement, une aiguillère et son couvercle en or, un brûle-parfum en or en forme d'artichaut. Les feuilles s'entr'ouvrent pour y déposer le parfum. C'est un objet très curieux. Une cafetière, un crémier et un plateau en or merveilleusement travaillé. Quatrièmement, un petit coussin en velours cramoisi, brodé tout autour de perles et d'or, garni de franges d'or. Sur ce coussin, 4 petites tasses et 4 petites cuillères en or, incrustées de pierres de différentes couleurs. Au milieu de ces tasses, une petite boîte d'une richesse exceptionnelle. Sur le couvercle, la France, entourée d'une guirlande de fleurs, le tout en diamants et formant médaillon. Le tour de la boîte était parsemé de pierreries montées à jour. L'effet en était si léger et si transparent qu'on eût pu craindre que le moindre attouchement ternisse ce joyau. Cinquièmement, un écrin en velours bleu et argent contenant 4 superbes montres en or avec leurs chaînes, enrichies d'émail et de pierres précieuses, et 6 tabatières également fort belles. Sixièmement, à peu près 50 montres avec leurs chaînes, soit en or, soit en argent, mais plus ordinaires, et un nombre égal de tabatières destinées à l'entourage de sa seigneurie. Septièmement, un grand coffre doublé de velours vert renfermait de la vaisselle plate, un grand plateau d'argent, au milieu duquel 12 petites coupes entourées de 20 autres de même forme, seulement un peu plus grandes, toutes ayant des couvercles. L'extérieur en argent et l'intérieur doré sont complètement unis. Ces objets, exposés dans une pièce, étaient gardés à vue afin d'empêcher d'y toucher. Un Suisse est à la porte pour contenir les visiteurs. À notre entrée, on nous fit prendre sur notre droite et suivre le rang, de façon à ce que chacun pût regarder facilement tous ces cadeaux qui sont autant de merveilles. En arrivant chez moi à 2 heures, je trouvai ma femme de chambre avec la fièvre. Je la fis saigner.